Bonsoir et merci beaucoup de venir au Club Assurance de l'INSEAD France. C'est un club qui parle de l'assurance, de l'insurtech. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Tanguy, qui est le CEO et le fondateur de Descartes Underwriting et qui vient de faire une série B de plus de 100 millions. Bravo Tanguy. Peut-être qu'on peut commencer rapidement de parler de toi et de ta bio. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quelques mots ton background? Bonsoir à tous. Merci Mine pour l'invitation. Si je commence par mon parcours, alors je suis tombé dans l'assurance en 2005 après mes études. J'avais eu la chance d'étudier dans pas mal de pays et clairement j'avais trouvé le sujet assurantiel très intéressant. Et donc j'ai commencé chez Oliver Wyman Financial Services, qui à l'époque était un cabinet de conseil qui était dédié à 100% aux services financiers. Donc c'était surtout des banques et des assureurs. Assez rapidement, je me suis concentré uniquement sur le secteur des assurances. J'ai pu travailler avec pas mal de boîtes différentes en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord sur des sujets stratégiques, des sujets plus opérationnels. Donc j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de choses sur le secteur pendant 5 ans. Et après, j'ai basculé en fait chez AXA. Donc j'ai rejoint en 2010. J'ai eu la chance de rejoindre AXA au moment où ils créaient des business lines. Donc, il y avait une business line vie et une business line non-vie. Et j'ai pu rejoindre celle qui était en charge de la non-vie, donc, qui s'appelait à l'époque AXA Global PNC, et qui était en charge en fait d'améliorer la technicité en fait au niveau du groupe AXA sur les sujets non-vie. Et j'étais en charge de la stratégie. Donc j'ai pu travailler avec des dirigeants du groupe sur des sujets de type stratégie des particuliers ou des lignes commerciales au niveau monde, travailler sur les sujets assistance, travailler sur des sujets très variés, et c'était une excellente école pour s'imprégner du sujet assurantiel avec un prisme très technique, avec des sachants, et donc comprendre comment on gagne de l'argent d'assurance, comment on faisait de la croissance, quelles étaient les contraintes réglementaires. Donc ça a été une excellente formation pendant 3 ans. Après, j'ai basculé au sein d'AXA Corporate Solutions, qui a été fusionné depuis avec AXA XL, et donc qui est devenu le premier acteur des lignes commerciales dans le monde. À l'époque, AXA XL, c'était plutôt 2,5 milliards, 3 milliards de primes, avec une logique grand risque. Donc, c'était essentiellement des grandes entreprises, donc des multinationales, qui travaillaient par le monde. Donc j'ai fait ça pendant quelques temps avant de créer AXA Global Parametrics avec différentes personnes d'AXA, qui était une entité assez innovante qui aujourd'hui s'appelle AXA Climate, qui avait pour objectif de vraiment innover, notamment face au changement climatique, qui est une problématique qui est évidemment assez structurante pour les assureurs, hein. C'est un des défis majeurs, hein. On a beaucoup parlé de la pandémie, évidemment, mais aujourd'hui, l'augmentation de la fréquence des anomalies météorologiques est un des sujets les plus préoccupants pour les assureurs non-vie. Donc, j'ai pu beaucoup innover à la fois sur les sujets blockchain, sur les sujets des particuliers, des entreprises, des PME, des gouvernements. Et puis, donc, avec deux cofondateurs, j'ai lancé fin 2018, enfin, toute fin 2018, Descartes Underwriting, qui à l'époque était une agence de souscription. Aujourd'hui, ça a pris pas mal d'ampleur, hein. On était trois au démarrage, enfin, depuis trois au démarrage. Et aujourd'hui, on a pas mal grossi, mais je pense que j'aurai l'occasion d'en parler. Je vais faire une pause. Je vais te laisser Oui, dérouler. ouais. Merci beaucoup du parcours. Non, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir mais pourquoi tu as créé des cartes. Parce que tu rentres dans AXA, tu es une star montante, tu gères AXA Parametrics, qui est quand même un business worldwide. Donc, tu es patron d'une business line. À ce moment-là, AXA Parametrics, ça se développe très, très bien. Les chiffres, c'est rentable, vous êtes que quelques-uns. Et là, tu te dis, mais pourquoi je ne reste pas et je deviens un AXA Guy? Et là, tu décides de faire même pas, enfin, c'est pas une spin-off, c'est juste de partir et de créer une certaine. Donc, c'était un peu le pourquoi de changer du corporate life à la startup life. Je pense qu'il n'y a pas une seule raison, il y en a eu plusieurs à la fois. Je pense qu'il y a, enfin, c'était
un sujet qui me travaille depuis assez longtemps. J'avais vraiment envie de créer une entreprise depuis ma sortie d'école. Et après, il y a eu un enchaînement où, évidemment, dans les boîtes de conseil, dans les grands groupes, on est très confortable financièrement et en termes de soutien au quotidien. Donc, on est un peu dans une prison dorée. Encore une fois, on apprend beaucoup de choses et c'est des entreprises qui sont fantastiques. Mais voilà, il y a forcément des aspirations de liberté, des aspirations de disruption. C'est quand même très compliqué de pouvoir vraiment changer un secteur quand on suit les règles de l'intérieur. Dans le secteur de l'assurance, c'est un secteur qui est relativement conservateur, qui a été beaucoup moins chamboulé par rapport à d'autres secteurs, même le secteur bancaire, qui a été encore relativement protégé. Et j'avais envie effectivement d'aller plus loin dans ma démarche de rupture, d'avoir beaucoup plus de latitude dans mes décisions. Parfois, les grands groupes ont des impératifs de rentabilité qui sont très court-termistes. Finalement, dans les startups, évidemment, il faut réussir à créer une traction, une dynamique, qui a une pression au quotidien, mais finalement, on peut progressivement construire quelque chose d'assez ambitieux à long terme sans avoir forcément une pression actionnariale qui démarre, j'ai envie de dire, au premier jour. Donc, c'était vraiment une volonté de pouvoir aller plus loin dans la façon dont j'allais disrupter mon petit secteur. J'avais évidemment un soutien du marché. Ça, c'est important d'avoir un soutien de la réassurance quand on lance une entreprise. Il faut que des gens puissent vous faire confiance pour porter votre risque. C'est un des gros problèmes des startups, hein, c'est qu'ils n'ont pas forcément un réseau. Mais voilà, je voulais vraiment aller beaucoup plus loin. J'avais des personnes de score, de pas mal d'entreprises qui étaient prêtes à franchir le pas aussi, à me rejoindre. Ça, c'est aussi un sujet essentiel. Donc, il y avait tous les bonnes raisons pour pouvoir se lancer et il n'y avait plus tellement d'excuses pour ne pas le faire. Ok. Et donc là, tu pars euh, avec un PowerPoint, quoi. Donc, tu fais le tour de Paris en frappant à la porte des VC. Et enfin, on peut le dire, hein, tu as été voir plein de gens et donc c'est Blackfin que tu fais affaire. Bon, comment tu as réussi à les convaincre sur un truc early stage enfin, c'est un first time Mm. startup, first time entrepreneur. Comment tu t'arrives à convaincre Blackfin? C'était finalement assez rapide et c'est un monde que je ne connaissais pas du tout, hein, le monde du venture capital. Donc, il y a clairement des choses que j'ai pu faire qui n'étaient pas les choses les plus appropriées pour lever avec des fonds de venture capital. Je pense que j'ai bien accroché avec Blackfin parce que finalement, ce n'était pas vraiment un fonds de venture capital au démarrage, c'était plutôt un fonds de prêt equity qui avait en fait un besoin de comprendre que l'entreprise soit rentable assez rapidement et pas vendre une croissance infinie avec un besoin de cash continuel. Parce que j'étais dans un ADN qui était celui d'un grand groupe d'assurance où quand on annonce un business plan, déjà on le respecte, on l'atteint et idéalement on le dépasse. Et ensuite, on n'est pas dans une logique où on va perdre de l'argent de manière on va dire, enfin, sur une période assez longue. Donc clairement, j'ai été plus attiré par leur côté private equity que venture capital au démarrage. Je pense que je les ai convaincus. Enfin, au départ, quand on lance une entreprise, ce qu'ils vont garder en premier, c'est l'équipe. Et ils étaient convaincus par le fait qu'on était solidaires et qu'on s'entendait bien. Un des gros risques pour les investisseurs, c'est avoir une équipe de fondateurs qui se déchirent au bout de 6 mois avec des guerres en fait intestines. Donc là, on avait une équipe qui était ultra soudée, qui se connaissait très très bien et qui était prête à dérouler. Des gens qui étaient respectés sur le marché de l'assurance, donc des gens qui étaient connus et qui étaient crédibles, qui connaissaient bien les aspects réglementaires, les aspects de conformité qui sont essentiels, et puis des gens qui avaient pris le risque de quitter des positions qui étaient très confortables, avec des packages qui étaient très costauds, pour partir de zéro d'une feuille blanche. Donc il y avait un côté, on va dire, les gars prennent du risque et ils sont prêts voilà, à mettre leur talent à contribution d'un nouveau départ et c'est pas si courant que ça. Il y a assez peu de gens dans les grands groupes qui sont prêts à abandonner leurs actions gratuites et puis à partir sur quelque chose de nouveau en partant de zéro. Ouais, bah, bravo. Et donc, en fait, ils mettent de mémoire 2-3 millions Mhm. sur des cartes, je crois, en début 2019. Ouais. Exactement, ça a été assez rapide en fait. En 3 semaines, on s'est mis d'accord et après ça a déroulé. Je pense que
il faut être très humble et très modeste, hein. Il y a eu aussi une phase où il y a eu un appétit assez féroce des fonds de venture capital sur des sujets assurantiels ou financiers. Et donc, on a bénéficié aussi d'un contexte qui était peut-être moins favorable que milieu 2021, où vraiment c'était le pic, le summum pour les startups dans la surtech, mais qui était beaucoup plus facile qu'un contexte, on va dire, 2010 ou 2005. Il y avait déjà un écosystème français qui était développé. La BPI avait quand même pas mal appuyé les fonds en termes de financement. Il y avait pas mal de fonds américains qui commençaient à regarder l'Europe. Donc, clairement, j'ai aussi pu bénéficier d'un environnement où il était plus facile de lever que quelques années auparavant. Il y a un OK. facteur chance dans les levées qui est évident, hein. Non, mais bravo. Et donc, tu lances des cartes underwriting. Alors, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que des cartes underwriting qu'est-ce que Alors, fait des cartes? des cartes, alors, d'un point de vue réglementaire, aujourd'hui, on est ce qu'on appelle une agence de souscription. On souscrit pour le compte de grands assureurs et grands réassureurs. On est concentré sur les grands risques. Aujourd'hui, la plupart des startups se battent sur l'assurance automobile, l'assurance habitation. Il y a finalement assez peu d'acteurs qui se concentrent sur les grands groupes, où en fait, c'est un monde qui est encore plus fermé et qui est un monde aussi qui est mondial. C'est-à-dire que pour le coup, on n'est pas sur la France, on est sur des multinationales qui sont potentiellement aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie. Donc on est sur un marché qui est globalisé et où il y a finalement assez peu d'innovation. Donc on est peut-être dans le monde qui a été le plus conservateur au sein même d'un secteur qui était conservateur par construction. Et donc aujourd'hui, en fait, on est pas mal focalisé sur ce qu'on appelle les risques naturels, donc dans les grands risques. Donc, grandes entreprises et risques naturels, ça peut être aussi bien des feux de forêt, qui est un sujet majeur aujourd'hui, tremblements de terre, des tsunamis, des typhons, des inondations, des sécheresses, parce que c'est là où on pense que les assureurs ont encore assez peu investi et où on pense que la compréhension plus fine nous permet de créer des produits qui sont des produits disruptifs et des produits donc plus adaptés à ce que demandent les clients et aussi permettre d'avoir des loss ratios qui sont soutenables. Un des problèmes sur le secteur des grands risques, c'est que pendant de nombreuses années, le loss ratio du marché était trop élevé, donc les ratios combinés étaient largement au-dessus de 100. Et donc il y a eu un vrai effet, comment on fait pour réussir à gagner de l'argent dans un marché qui en perd structurellement pendant de nombreuses années. D'accord. OK. Et donc, ça démarre monde. Donc, tu te mets à l'arche de la défense et tu commences à prospecter des clients dans le monde sur des grands risques. OK. Ça marche assez bien. Un an et demi après, tu fais une série A. Donc là, du coup, tu changes un peu de calibre. Donc, tu lèves 15-20 millions, c'est ça? Tout à fait. Un an et demi Oui, après, je crois que c'est en fin 2020, donc c'est vraiment l'année d'après. Qu'est-ce qui oui. a fait que tu t'es passé à l'échelle supérieure en lançant ta boîte et un an et demi, enfin un an même, ça a explosé? Alors, il y a eu plusieurs facteurs. Déjà, il y avait la nécessité en fait d'ouvrir des filiales aux États-Unis et en Asie. Et ça, dès qu'on commence à toucher au marché US, clairement, c'est un marché on va dire, assez, assez cher si on veut avoir des talents. Pareil pour l'Asie, hein, les grands centres financiers, que ce soit Singapour ou Hong Kong ou Sydney, c'est des endroits où les packages sont assez costauds. Donc, il y avait vraiment l'impératif de commencer à bâtir une empreinte mondiale. Et puis, il y a eu un deuxième sujet qui était le fait qu'on était quand même dans une première vague de Covid où tout le monde se demandait ce qui allait se passer. Donc maintenant, évidemment, on a un recul sur les différentes vagues et puis on pourra en avoir une autre à la fin de l'année. On va être prêt et armé pour l'affronter. Si on refait le film, on va dire, de mai 2020, où c'était le 12 mai, c'était la fin du premier confinement, c'était un peu dans une ambiance de fin de monde où on ne savait pas comment ça allait se passer. Il y a eu pas mal de secteurs qui étaient à terre, notamment les secteurs du tourisme, qui ont évidemment pris en pleine face le premier confinement et puis l'impossibilité de voyager. Donc clairement, il y a eu aussi un réflexe un peu défensif en se disant, ouais, moi j'ai connu la crise de 2007-2008
en étant notamment en Irlande à gérer des portefeuilles de grandes banques qui étaient on va dire, sous pression de la crise du subprime. J'avais quand même envie que l'entreprise puisse tenir financièrement pendant cette période de crise et puis avoir une série A qui était avec de bonnes conditions dans un contexte de fin de monde. C'était quelque chose qui était très important pour voilà, s'assurer que la boîte serait pérenne et en phase de croissance dans un contexte pourtant assez hostile. Depuis, on sait que ça a évolué. Il y a eu une euphorie passagère dans le monde des startups qui a fait qu'il y a eu de très belles levées et puis de très belles opérations. Mais si on se remet dans le contexte de la première vague de Covid, il y avait peu de gens qui étaient on va dire, très confiants sur l'avenir. Compris. Donc, tu as sûrement pris les bonnes décisions parce que encore un an et demi après, tu fais une série B. Et donc là, tu as levé plus de 100 millions, 120, je crois, en début d'année. En Et, dollars, oui, tout à fait. ouais, oui, 120 dollars, millions de dollars. Et donc, du coup, voilà, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu vas faire maintenant est-ce que c'est pour encore ouvrir des bureaux ou c'est pour la réassurance? Alors, il y a pas mal de sujets différents. Donc, il y a évidemment finir cette empreinte mondiale. Je pense à prendre la pole position en termes de nombre de data scientists, de software engineers, de DevOps sur les sujets notamment climatiques, mais pas que. Donc, il y a clairement des sujets sur lesquels on est en train de creuser aujourd'hui pour pouvoir lancer des produits un peu innovants l'année prochaine. Donc, il y a vraiment une volonté de continuer à lancer de nouveaux produits et à avoir la meilleure compréhension possible du défi climatique, qui est un défi qui est immense, hein. Comme je l'indiquais, on est beaucoup sur des sujets de feux de forêt, d'inondations à travers le monde. Ça implique évidemment d'avoir une plateforme tech qui est capable d'absorber beaucoup de données différentes, d'avoir en fait des modèles qui sont à la fois des modèles mondiaux et puis des modèles qui parfois sont locaux dans la calibration. C'est quelque chose qui est extrêmement lourd d'un point de vue tech, mais qui permet de compter parmi les quelques acteurs dans le monde qui ont la vision la plus fine de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le secteur des assurances sur le sujet climatique. Donc il y a vraiment cette envie d'être un leader mondial, de continuer à croître fortement. Donc là, on est sur un rythme où cette année, on devra dépasser les 100 millions de dollars de primes, ce qui est on va dire une ambition qui est assez forte et qui nous permet encore une fois d'être parmi les meilleurs en fait insurtech dans le monde au bout de 3 ans et demi, et puis d'avoir un modèle qui est extrêmement résilient. Donc il y a vraiment une envie de passer d'un statut de start-up à un acteur qui pourrait être leader sur son marché à moyen terme, sachant que c'est un secteur voilà, qui est croissant et qui est aujourd'hui pas mal chahuté. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément dans l'assurance, bon, tout ce qui est assurance grand risque, tout ça, c'est peut-être compliqué à comprendre par rapport à l'assurance santé, des trucs comme Alan. Euh, Est-ce que tu peux prendre un exemple pour expliquer, bon, un, qu'est-ce que pour toi un défi climatique, et deux, un exemple d'usage sur ce clair et comment Descartes enfin, assure et assure ce risque? Alors, si par exemple on revient au feu de forêt, si on prend un exemple concret, on va utiliser des images satellitaires qui vont nous permettre en fait de mieux comprendre le risque. Donc on va passer par un système de réseaux neuronaux pour pouvoir nettoyer des images qu'on reçoit qui vont se débarrasser des rivières, des forêts naturelles, etc. On parle d'exploitation souvent de plusieurs millions d'hectares pour des grands acteurs du papier. Ça, c'est par exemple des gens qu'on peut accompagner. Et clairement, on va avoir une visibilité extrêmement fine sur est-ce que la zone a été brûlée ou pas brûlée. Donc on va savoir avec une résolution de 10 mètres à peu près, est-ce que la zone est brûlée ou pas brûlée, et on va même avoir une idée du taux de récupération des bois. Parce que dans certains cas de figure, en fait, tout n'est pas complètement brûlé. Donc clairement, on a la capacité aujourd'hui avec des algorithmes puissants, une cinquantaine de paramètres qui nous permettent de bien appréhender l'humidité au sol, la vitesse du vent à différentes altitudes, la température, etc. Le sous-jacent du feu de forêt, qui est clairement un des risques qui explose. On est sur un facteur de 1 à 5 sur 50-70 ans. Il y a assez peu de risques qui sont aussi exponentiels que le risque feu de forêt dans le monde.
C'est assez évident, mais on va typiquement être confronté dans les pays nordiques en Europe à des feux qui ne se sont jamais présentés sur les 20-30 dernières années. Donc clairement, il y a une accélération assez forte. Et donc c'est vraiment l'imagerie satellitaire euh, qui va être combinée à une logique, on va dire big data, réseaux neuronaux, apprentissage automatique, donc du machine learning, pour réussir à créer un nouveau produit qui n'a pas de risque de base, donc qui est extrêmement fin dans sa capacité à suivre le sinistre, et qui va avoir aussi des coûts de gestion qui vont être bien moindres. Donc, il y a on va dire une mécanique derrière qui est assez lourde, mais pour le client, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas d'exclusion. On va pouvoir extrêmement rapidement déterminer quel est le montant de leur sinistre et ensuite pouvoir payer dans la foulée. Donc, on est sur des produits qui vont être plus secs en termes de coûts, des produits qui vont être beaucoup plus rapides en termes de paiement, des produits qui vont être transparents aussi. Parce qu'un des sujets dans le monde de l'assurance, c'est la confiance et le fait qu'il y a souvent des contrats d'assurance qui sont très complexes. Donc, voilà, on va avoir une approche qui va être assez en rupture par rapport à l'approche existante, mais nos clients, ça va être des boîtes qui ont souvent plus de 500 millions de chiffre d'affaires. Pour certaines d'entre elles, on va être sur des boîtes qui ont plus de 20-30 milliards de chiffre d'affaires et qu'on va accompagner souvent dans plusieurs pays. Donc, ça peut être des boîtes qui ont une exposition en Australie. On a fait un deal récemment aux États-Unis, justement, sur les feux de forêt, où on a combiné aussi le risque tornade, qui est un risque aussi assez intéressant à couvrir d'un point de vue modélisation en fait, aux États-Unis. Mais voilà, c'est des grands clients sous des polices qui sont finalement avec des montants qui sont assez élevés. On a en face des gens qui connaissent bien. C'est souvent des courtiers qui distribuent ce genre de produits avec des clients qui sont des professionnels. Donc, on est assez loin finalement du monde des particuliers. On a un monde de sachants, mais voilà, qui va nécessiter énormément de données et énormément d'algorithmes pour arriver à une qualité de produit qui va être exceptionnelle par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'assurance des grands risques, ça prend en moyenne aux États-Unis 550 jours entre la déclaration de sinistre et le paiement. Et ça passe souvent par des litiges. En général, quand il y a un sinistre, on envoie ses avocats, quand on a un assureur, et l'assuré envoie ses avocats aussi. Donc là, c'est une logique qui est assez différente, qui est beaucoup plus collaborative, où on va essayer de gagner au niveau des coûts frictionnels. On va essayer de gagner, évidemment, aussi sur des logiques de prévention. Donc, c'est vraiment une logique un peu plus collaborative et transparente. Donc, c'est vraiment on va dire, innovant pour le secteur. Super, super. Et bon, le premier exemple, c'est très clair. Est-ce que tu as un autre exemple en tête On peut en avoir plein. Par exemple, là, cette nuit, il y a un événement grêle en fait en France, hein, plutôt dans le sud-ouest. On va avoir une technologie qui va combiner en fait à la fois des satellites qui vont identifier les cumulonimbus responsables des orages de grêle, qui vont être combinés à des images radars, à des données radars, pardon, des données radars qui vont pouvoir identifier, on va dire l'énergie cinétique aussi des orages de grêle, couplés à des capteurs au sol qui, eux, vont potentiellement à la fois compléter les radars localement et aussi mesurer l'impact des grêlons. Donc, on aura la taille, la vitesse et l'orientation des grêlons. Donc, on va pouvoir assurer, par exemple, des panneaux solaires. On va pouvoir assurer des vignes. Tout ça avec une technologie qui combinera du satellite, du radar et puis des données au sol. et donc, c'est une assurance qui fait quoi? Donc, je suis agriculteur, Alors, ça va être de la viticulture, où voilà. là, malheureusement, dans certaines exploitations, ça va être haché menu. Sur les parcs photovoltaïques, malheureusement, c'est extrêmement sensible aux orages de grêle. Donc, en fait, rapidement, c'est du verre brisé, hein, pour faire simple. Hmm. En 5 minutes, on peut ravager complètement ce type d'usine, enfin, d'organes de production. Et ça peut être aussi des parcs automobiles où on peut avoir, il y a eu des cas, par exemple en Allemagne, à Hambourg ou autre, potentiellement des parcs entiers de voitures de luxe ont pu être abîmés en l'espace de 15 minutes avec des montants qui représentent 100 millions ou plus de pertes. Donc c'est ce genre de... Nous, on peut souscrire jusqu'à 200 millions par risque, par affaire, en fait, même plus que ça. C'est par affaire, donc par client,
pour une affaire particulière, on peut mettre jusqu'à 200 millions de dollars sur la table de limite, de capacité. C'est un monde un peu différent par rapport à l'assurance habitation ou l'assurance auto 200, qu'on connaît 200 millions de tous. limite, c'est-à-dire si jamais j'ai un sinistre, je peux être remboursé jusqu'à 200 Tout à millions. fait, ouais, tout à Et fait. du coup, je paye un pourcentage de ça comme prime d'assurance. Exactement, exactement. C'est tout à fait comme ça que ça se passe. Mais clairement, donc c'est des montants en jeu qui sont colossaux. Alors, on ne met pas tous les jours 200 millions sur la table. On va souvent mettre plutôt entre 1 et 50 millions, mais il y a des cas de figure où pour des grands acteurs, on va devoir mettre beaucoup plus que ça. Très bien, très bien. Bon, merci beaucoup. Je vois que le temps tourne et afin de tenir, on va peut-être ouvrir quelques questions aux gens qui nous écoutent. Alors, est-ce que vous avez, Bénédicte, Antoine, Pérémy, des questions pour Tanguy spécifiques ou pas? Et si vous avez une question, merci d'enlever vos micros. Voilà, oui, Moi, non? j'aurais bien une petite question. Vas-y. Merci pour cette présentation qui est assez claire. Moi, j'ai deux questions. Comment vous faites pour prévoir vu l'accélération des effets et des problèmes climatiques, comment vous allez réussir avec les datas actuelles, donc sur le passé, à prédire le risque à venir? Première chose. Et du coup, comment vous arrivez à proposer des primes d'assurance qui soient cohérentes ou est-ce qu'elles sont beaucoup plus chères que ce que proposent les concurrents actuellement? Très bien, bah, c'est une excellente question. Alors, clairement, on va quand même, le monde est en train de changer, mais ça bascule pas du jour au lendemain. Donc, les données passées sont quand même très utiles. Maintenant, elles sont pas suffisantes. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, certaines activités cycloniques, si on regarde les inondations, les glissements de terrain, etc., il y a une augmentation qui est assez forte. Et il faut compléter les données statistiques par des données physiques. Donc, on est souvent sur des modèles physiques où, par exemple, sur les feux de forêt, il faut considérer, je parlais de 50 paramètres, mais pour faire simple, ça va être l'humidité au sol, ça va être la température, la vitesse du vent à certaines altitudes. Donc, il va falloir compléter en fait l'image rétroviseur avec une image physique. Donc, on va modéliser finalement le sous-jacent physique. Donc, on va pouvoir anticiper la survenance d'événements qui n'ont jamais été observés. Si on prend encore une fois les pays nordiques sur les feux de forêt, il n'y a pas beaucoup d'historique avec des feux de forêt importants. Pourtant, le cocktail au sol fait qu'on va s'attendre à ce qu'il y ait des feux assez massifs qui vont se produire à court terme. Quand je dis court terme, c'est dans les 10 prochaines années. On n'est pas sur un horizon de temps très, très lointain. Et on sera dans une logique où on ne sera pas capable de prévoir, mais plutôt de probabiliser. On va dire l'événement va survenir avec une fréquence qui sera par exemple de 5, 10, 15%. On ne sera pas dans est-ce que ça va arriver dans 3 semaines. On peut avoir des cas de figure, on va utiliser beaucoup de données prédictives, mais on sera essentiellement sur des sujets de proba, dans la façon dont on voit les choses. Après, vous avez raison, il y a un défi qui est, notamment pour les gens qui n'ont pas conscience de leur niveau de risque, comment les convaincre de payer un niveau de prime qui va leur paraître insensé. Et aussi, il y a des marchés où clairement les assureurs sont en train de sous-tarifer complètement les risques. On l'a observé sur beaucoup de risques, hein. Par exemple, le sujet inondation en Europe est un sujet qui a été structurellement sous-pricé depuis, j'allais dire, une bonne dizaine d'années. Il y a eu un réveil très douloureux en Allemagne et en Belgique en 2021, mais il y a nous, typiquement, on était très peu exposés sur les sujets inondation en Allemagne et en Belgique parce que clairement, on trouvait que les prix que nos clients étaient prêts à payer n'étaient pas du tout en ligne avec le risque. Donc, il y a clairement pour nous un défi qui est d'expliquer à nos clients, en étant transparent sur les tendances, sur les modèles, qu'on est juste dans la façon dont on tarife. Mais ça nous permettra aussi, dans certains cas de figure, d'être très bon marché, d'être très, très compétitif quand on a des clients qui ont des très bons risques. Aujourd'hui, il y a quand même un effet mutualisation qui fait que les bons risques financent les mauvais. Et il y a des acteurs qui ne payent pas du tout leur niveau de prime, à la fois parce qu'ils sont en dessous, et dans d'autres cas, ils sont très au-dessus. Et donc, clairement, un des rôles qu'on va avoir, c'est voilà, de travailler avec ceux qui ont un meilleur risque et de leur faire un prix qui sera extrêmement compétitif et pas prendre ceux qui ont un risque qui est plus élevé. Ce qui va parfois à l'encontre du concept de mutualisation. Et j'ai conscience que pour certains acteurs, c'est un peu un sacrilège, mais
Mais pour nous, c'est aussi une question de justice et de donner le prix qui est juste en fonction du risque donné. Je Et sais il y a pas des si choses que vous ne couvrez pas. Est-ce qu'il y a des risques que vous ne couvrez pas? il y a des risques qui vont être compliqués à couvrir parce que, encore une fois, ils vont être très chers. Mais en tout cas, sur le risque climatique, on ne s'interdit absolument rien. Enfin, sur le risque naturel, on ne s'interdit rien. Ce qu'on ne fera pas, c'est des risques qui ne vont pas être, on va dire, modélisables correctement ou les données ne seront pas suffisantes. Donc, je pense qu'une règle de base dans l'assurance, c'est de ne souscrire que ce qu'on comprend. Donc, c'est des choses, des phénomènes qu'on ne comprend pas. Clairement, il faut qu'on accepte en toute humilité de ne pas les couvrir. Ça, c'est une règle de base. Mais finalement, sur les sujets risques naturels, il y a quand même beaucoup de choses. Je n'ai pas des tornades. On a lancé un produit qui est unique sur le marché. On va être copié très, très prochainement, hein. C'est une question de mois ou éventuellement d'années. Euh, ouais, c'est un sujet qui est mal compris par les assureurs aux États-Unis. Il y a eu d'ailleurs un événement tornade en Allemagne il y a quelques semaines, hein. Il y a des effets aussi nouveaux. Il y a typiquement les Medicaine, donc les Mediterranean Hurricane qui ont tapé la Sicile. Donc il y a pas mal de choses qui arrivent. Et donc, est-ce qu'on est à jour sur tout? Sans doute pas, mais on est déjà très en avance par rapport au marché. Super, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Moi, j'en ai une pour toi. Ok, bon, n'hésitez pas sinon. Euh, bon, merci Tanguy. Pour conclure, comment tu vois l'évolution du risque climatique ou les défis à venir dans les 5 prochaines années, par exemple? Il y a clairement un emballement, hein. Je parlais d'un facteur de 1 à 4 à 5 sur 50, 70 ans. On voit aujourd'hui que les rapports du GIEC d'il y a 10 ans sur les scénarios les plus noirs, en fait, deviennent les scénarios centraux. Donc, clairement, ce qui était perçu comme une sorte de catastrophisme il y a 10 ans est devenu malheureusement ce qu'on va devoir subir à horizon 10, 15, 20, 30 ans. Le seuil du 1,5, bon, on l'a déjà franchi, hein. Enfin, il faut juste être honnête avec nous-mêmes, on l'a franchi. Donc, voilà, il y a un défi lié à l'emballement, parce que clairement, on n'est pas sur un réchauffement climatique, on est sur un dérèglement climatique. Donc, il y a plein de trucs qui sont en train de se produire. On peut observer, par exemple, de plus en plus de vagues de froid. Alors, il y a un effet végétation plus développé parce qu'il y a plus d'énergie, il y a plus de chaleur, il y a plus d'énergie. Donc, typiquement, les arbres sont plus avancés dans leur stade de maturité, mais clairement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se produire qu'on n'est pas forcément anticipé et qu'il va falloir continuer à mieux comprendre. Ça, c'est un défi qui va être permanent. Et après, c'est comment on crée des produits qui répondent à ce défi-là. Clairement, on ne peut pas se permettre de payer nos clients en 550 jours. Ça, c'est complètement inacceptable. On est obligé, dans notre industrie, d'améliorer l'équation économique. Clairement, le fait qu'aujourd'hui, en moyenne dans l'assurance, quand on demande 100 à nos clients, on en rend 70 et qu'on en garde 30, c'est pas tenable. On est une industrie qui est trop grasse, donc il faut se faire mal. Il va falloir qu'on se fasse mal tous collectivement pour donner plus aux clients. Rajouter des services, donc il y a un défi permanent et je suis extrêmement content qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice et travailler sur ce secteur-là, avec un prisme qui suit des grandes entreprises et des grands risques, mais sur lequel il y a très peu d'innovation, où ça n'a vraiment pas bougé depuis des décennies. Ok, et donc et pour finir, dans l'évolution de Descartes, est-ce que tu vas aller vers plus de capacité de réassurance, devenir toi-même réassureur, ou tu vas trouver de nouveaux produits et rester dans un rôle d'underwriter? Et donc du coup, évidemment, j'imagine une série C, et du coup peut-être, et sûrement le statut de licorne going forward. Est-ce que c'est quoi tes projets, parce que ça va Ouais, grossir. il faut rester évidemment très lucide et très humble. Pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir évidemment des clients qui sont satisfaits sur l'offre produit, d'élargir la gamme, ça c'est essentiel, d'avoir une vraie couverture mondiale et d'avoir un vrai statut de leader mondial sur nos terrains de jeu. On ne deviendra pas un réassureur. En revanche, clairement, avec nos partenaires, il y a une logique où potentiellement on serait amené à garder une petite partie du risque dans une logique où on aurait effectivement des licences qui nous permettraient d'être beaucoup plus indépendants dans la façon dont on va gérer certains sujets et pouvoir continuer à innover en rupture. Mais après, on ne va pas devenir un gros réassureur. Ça, c'est quelque chose qui nous semble être moins pertinent. En revanche, voilà, avoir évidemment une rétention propre, ça met aussi, ça rassure nos partenaires sur l'alignement
dans la façon dont on gère les risques. Et puis, voilà, il faut qu'on puisse être beaucoup plus gros dans des marchés qui sont des marchés essentiels comme les États-Unis et l'Asie. Aujourd'hui, la croissance, elle vient de l'Asie, on va dire du marché de l'assurance, hein, globalement. Les US, c'est 45% du marché des grandes entreprises. Il va falloir qu'on se batte aussi sur les terrains de jeu où, en étant une startup française, même si on a une vingtaine de nationalités et beaucoup d'Américains, il faut qu'on soit plus présent aux États-Unis, il faut qu'on soit plus présent en Asie. Et ça demandait évidemment pas mal d'investissement. Donc, c'est. OK. Très bien. Bah, écoute, merci Tanguy, on thumbs up. Peut-être une dernière question, sinon, voilà, je te remercie beaucoup. Oui, oui, pardon. Antoine, oui, vas-y. Et si on a juste 2 minutes. Merci Tanguy, c'est très intéressant. J'avais 2 questions très rapides. La première, c'était sur quel horizon vous assurez ces risques? Et la deuxième, c'est quand vous parlez aux réassureurs, est-ce que vous avez chez eux des data scientists qui sont capables de comprendre les vôtres? Est-ce que c'est la même population? Et est-ce que jusqu'à quel point vous leur ouvrez vos modèles, en fait? D'accord. Alors, si je commence par la deuxième question, il y a quand même un langage qui est très proche entre les réassureurs et nous. C'est-à-dire qu'on a plutôt des équipes qui correspondent à des équipes de réassureurs qu'à des équipes d'assureurs, dans la façon dont on est structuré. Ils ont aussi des docteurs, parfois en météorologie. Après, on va avoir des équipes qui sont plus étoffées. Donc, si on prend 100 acteurs, si on ne prend pas le top 5 des réassureurs mondiaux, souvent on va avoir des équipes qui vont être beaucoup plus petites. Nous, on va être une centaine d'ici quelques semaines. On va avoir à peu près 70 personnes qui travaillent uniquement sur la modélisation des risques climatiques. On est déjà un des plus gros acteurs en fait sur ce sujet-là. Mais clairement, on va parler leur langage et on va les rassurer sur la façon dont on modélise. Après, évidemment, la propriété intellectuelle, c'est essentiel pour une startup. Hein, c'est un peu notre or, c'est nos modèles et puis nos personnes. Donc, on va être vigilant à donner ce qu'il faut pour rassurer, mais après, il faut aussi qu'on soit on va dire, maître de notre destin et qu'on conserve notre propriété intellectuelle le plus possible. Et ta première question, c'était, rappelle-moi, c'était sur... Alors, En fait, ma première question portait sur la durée. la durée, ah oui. La Oui. durée, en général, alors, les contrats sont souvent des contrats annuels. Souvent, ce qu'on va regarder, c'est la période de risque. Donc, par exemple, si on prend les cyclones aux États-Unis, la saison a officiellement démarré hier. Elle va finir fin novembre. Donc, en fait, la période de risque peut être plus courte que la duration de la police. Maintenant, sur certaines industries, comme l'énergie renouvelable, notamment sur les éoliennes ou les parcs photovoltaïques, il y a un enjeu de découvrir à horizon 3-5 ans. Donc, on va quand même essayer de les accompagner, parfois avec des clauses de sortie, parfois sans clause de sortie, mais il y a un vrai appétit, on va dire, du secteur de l'assurance pour accompagner la transition énergétique. Donc, il y a des efforts qui seront faits. Et pareil, sur les contrats de construction, où la règle est souvent d'être sur 3 ans, 5 ans, on aura des dérogations pour réussir à les accompagner de manière plus longue. Mais on reste quand même une branche courte où en fait, on connaît très rapidement s'il y a eu sinistre ou pas. On ne va pas être sur des sujets RC où on saura dans 10 ans s'il y a eu une perte. D'accord. Merci beaucoup. C'est OK, moi. super. Écoute, Tanguy, merci. Best of luck. T'en prie. Je suis sûr que ça va réussir, ça va exploser. Bon, bravo. Merci beaucoup. Prochaine conférence avec Delphine Malmaison du groupe Vive. Voilà. Et puis, je vous tiendrai au courant par email. Voilà. Merci Merci beaucoup. à tous. Au Merci, Lynn. revoir. Au Merci. revoir. Salut.